Un futur conflit avec la Chine évoque divers scénarios probables. Par exemple, une invasion de Taïwan, une escalade à la frontière indienne ou un affrontement avec les États-Unis. Avec l'affirmation croissante de Pékin, les points chauds potentiels se multiplient. C'est particulièrement vrai dans l'Indo-Pacifique, où de nombreux pays ont dû composer avec la Chine par crainte. Mais il y a un pays à part dans l'Indo-Pacifique qui a choisi une approche différente. Une approche privilégiant la confrontation à l'accommodement concernant les Philippines. Bien qu'elles se soient auparavant rapprochées de la Chine sous le président Duterte, les Philippines ont changé de cap sous le président Marcos Jr. qui a pris les rênes en 2022. Depuis lors, Manille a renforcé ses liens de sécurité avec les États-Unis, engagé des actions en justice concernant la mer de Chine méridionale et défié activement les provocations chinoises. Tout cela a valu à la nation une place de choix sur la liste noire de Pékin. Même si tout le monde aime soutenir le plus faible, il convient de noter que ce n'est pas une comédie romantique hollywoodienne. Dans les affaires internationales, une fin heureuse n'est jamais assurée, et la Chine refusant tout compromis, ces tensions pourraient aboutir à la guerre. La force prévaut, rivalité géostratégique en mer de Chine méridionale. Le principal point de tension entre la Chine et les Philippines est la mer de Chine méridionale. La mer de Chine méridionale, d'environ 3,5 millions de kilomètres carrés, comprend plus de 250 îles, atolls et récifs. Mais ce qui importe vraiment, c'est sa grande importance géostratégique. Pour la Chine, établir une position dominante représenterait une étape cruciale vers la capacité de percer la première chaîne d'îles, un nœud stratégique encerclant le pays composé de nations méfiantes. Son existence menace l'accès maritime de la Chine, en particulier en cas de guerre. Compte tenu de la structure économique axée sur les exportations du pays, du point de vue de Pékin, la nécessité de desserrer la corde est tout simplement existentielle. Pour les Philippines, cette mer n'est même pas appelée mer de Chine méridionale. Au lieu de cela, Manille l'appelle la mer des Philippines occidentales, même si ce changement de nom ne signifie pas qu'elle est peut-être moins importante. Le président Marcos Jr. a exprimé les sentiments de son pays au dialogue de Shangri-La en mai 2024, déclarant « Les eaux vitales de la mer des Philippines occidentales coulent dans le sang de chaque Philippin. Nous ne pouvons permettre à quiconque de la détacher de l'ensemble du domaine maritime qui fait l'unité de notre nation. » Malheureusement pour Manille, Pékin fait précisément cela. La Chine revendique 90% de la mer de Chine méridionale via sa ligne en 9 traits, affirmant que ses exportateurs y furent les premiers. Cependant, comme le souligne une étude du Conseil sur la géostratégie, cette démarcation, je cite, n'a aucune base juridique ou historique. Ce résultat vient de malentendus et de mauvaises traductions faites par des responsables et particuliers en Chine dans les années 1930. Malaisie, Brunei, Indonésie, Vietnam, Taïwan et Philippines contestent les revendications chinoises. Avec des tensions territoriales qui couvent depuis des décennies, le différend a été une source de friction latente avec des flambées occasionnelles. Et il y a peu d'indications que ces tensions vont s'apaiser de sitôt. En ce moment, toute la stratégie de Pékin consiste à utiliser la guerre de la zone grise pour intimider les autres parties prenantes, tout en évitant un conflit ouvert. Cependant, bien que la Chine ne semble pas vouloir la guerre, un seul faux pas pourrait facilement embraser toute la région. Hormis Taïwan, les disputes maritimes les plus susceptibles de déclencher un conflit concernent les Philippines. L'une des plus grandes préoccupations concerne les îles Spratly. Revendiquées par la Chine, Taïwan, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei, l'archipel s'étend au centre de la mer de Chine méridionale. La superficie terrestre naturelle est inférieure à 5 km², et même si cela ne semble pas beaucoup, et ce n'est effectivement pas beaucoup, avec les Spratly situés au milieu de certaines des routes maritimes les plus fréquentées du monde, de riches zones de pêche et d'immenses réserves d'énergie, ces îles représentent un emplacement de choix. La Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Taïwan occupent chacun des îlots dans les Spratlys. La Chine a 7 avant-postes, le Vietnam 21 et les Philippines 9. La Malaisie en a 5, Taïwan une seule. En avril 2025, un différend a éclaté dans les Spratly après qu'un journal d'État chinois a diffusé des photos de militaires posant avec un drapeau sur Sandy Cay. Le récif, qui avec un peu plus de 200 mètres carrés est à peine assez grand pour construire un château de sable, a ensuite été visité par les gardes-côtes philippins quelques jours plus tard pour une autre séance photo. Certains journalistes ont surnommé cet épisode « la guerre des selfies ». Un autre point de conflit dans les Spratlys se trouve à l'atoll Según Tomás, situé à 195 km à l'ouest de Palawan aux Philippines. En 1999, les Philippines ont délibérément échoué un navire de la Seconde Guerre mondiale appelé le BRP Sierra Madre sur le récif.
Le bateau fait désormais office de poste avancé, avec une petite garnison de marines philippins stationnés depuis. Sans surprise, la Chine n'a pas été très impressionnée par l'ingéniosité de Manille. Le plus célèbrement, en 2014, la Chine a maintenu un blocus de 3 semaines du Sierra Madre, forçant les Philippines à larguer des vivres par voie aérienne à ceux stationnés à bord. Bien que les actions de Manille aient poussé Pékin à lever le blocus, la Chine a récemment accru ses forces pour pour harceler les missions de ravitaillement. Des tactiques telles que l'éperonage, les sirènes assourdissantes, les lumières aveuglantes et les canons à eau sont régulièrement utilisés pour attaquer les navires philippins assez courageux pour entrer dans la zone. Avec la dégradation de la situation et la corrosion du Sierra Madre, la durée de vie de ce poste avancé demeure incertaine. Et pas seulement parce que la mer pourrait encore le reprendre. Les tensions ont explosé en août 2025 après qu'un remorqueur chinois ait été vu près du navire, laissant penser que Pékin pourrait vouloir le remorquer. Bien que la marine philippine ait rapidement écarté les inquiétudes et minimisé la menace, le risque ne peut pas être exclu. Des événements plus étranges ont eu lieu en mer. À environ 220 km à l'ouest de la principale île des Philippines, Luçon, le banc de Scarborough, marque un autre point chaud. Pékin a pris l'atoll aux Philippines en 2012 après plusieurs semaines de face-à-face avec la marine philippine qui a fini par se retirer. Depuis, la Chine maintient une présence de patrouille constante et impose une zone d'exclusion de 22 km avec les mêmes méthodes agressives qu'ailleurs. Ainsi, les gardes-côtes chinois et les bateaux de pêche contrôlent désormais la zone, bloquant l'accès au lagon aux navires philippins. L'accumulation de navires chinois autour des zones disputées en mer de Chine méridionale est appelée stratégie du chou, en référence aux couches de ce légume. Comme l'a noté The Atlantic, et nous allons les citer ici, une présence chinoise et des droits de facto chinois dans les zones disputées se construisent progressivement à travers une série de provocations qui, prises individuellement, sont suffisamment minimes pour rendre une résistance énergique politiquement difficile, mais qui collectivement établissent des précédents et, avec le temps, des normes. Fin de citation. Un aspect marquant de cette stratégie fut le dragage de sédiments pour créer et agrandir des récifs artificiels, les transformant en bases militaires et ports stratégiques. Cela a été appliqué dans les îles Spratly et Parasol au nord-ouest. En plus de montrer comment la Chine mobilise ses forces pour un effet maximal, ces projets permettent à Pékin de renforcer ses revendications territoriales, d'étendre sa puissance et de mieux contrôler les zones de pêche et les ressources énergétiques. À mesure que ce processus se poursuit et que le déséquilibre des forces s'accentue, un faux pas pourrait facilement plonger la région dans un conflit. David contre Goliath. Maintenant, compte tenu de tout ce que nous venons d'exposer, vous avez probablement compris que la situation en mer de Chine méridionale est précaire. Mais ce qui la rend particulièrement inquiétante, c'est la manière dont Pékin et Manille mènent de plus en plus d'actions militaires pour consolider leurs revendications. Chaque semaine, les Philippines effectuent des vols de reconnaissance près du récif de Scarborough pour défier les zones d'exclusion chinoises. Des hélicoptères chinois ont volontairement volé à quelques mètres des avions philippins, mettant en danger des vies des deux côtés. Si cela n'est pas déjà assez alarmant, le 11 août 2025, des images spectaculaires ont été diffusées montrant un navire de guerre chinois entrer en collision avec un navire des gardes-côtes chinois alors qu'il poursuivait un patrouilleur philippin près du récif de Scarborough. Le navire chinois est resté à flot, mais sa proue a été enfoncée par la collision. Au moins 3 membres des gardes-côtes chinois se trouvaient sur la proue à ce moment-là. Aucune victime n'a été confirmée, mais rien ne dit que Pékin en informerait s'il y en avait. La situation a été un cauchemar pour les relations publiques. Concernant les manipulations médiatiques, aujourd'hui, une simple goutte d'eau en mer de Chine méridionale suffit à provoquer une vague de désinformation de Pékin. Après des exercices maritimes conjoints entre les États-Unis, le Japon et les Philippines dans la zone économique exclusive philippine en septembre 2025, l'armée chinoise a vivement réagi et déclaré « Nous avertissons sévèrement la partie philippine d'arrêter de provoquer des incidents et d'aggraver les tensions en mer de Chine méridionale, ainsi que de faire appel à des forces extérieures pour soutenir de tels efforts, voués à l'échec. » Les incidents évités de justesse en mer de Chine méridionale soulèvent sûrement de sérieuses inquiétudes quant à ce qui se passerait si l'un de ces incidents entraînait la mort d'une personne directement à cause des actions d'un autre pays. Il n'y a eu aucun décès jusqu'à présent, et là je ne vais pas juste toucher du bois, mais tambouriner dessus désespérément. Je n'ai plus mon bureau. Eh bien même ces étagères sont en bois, il n'y a rien. Le président Ferdinand Marcos a prévenu que toute mort de Philippins causée par la Chine serait, je cite, considérée comme un acte de guerre.
Même si ces mots visent mieux probablement à dissuader la Chine, toute guerre entre les deux aurait d'importantes conséquences mondiales. Il est donc utile d'examiner comment un tel conflit pourrait évoluer. Après tout, comment les Philippines, un pays plus connu pour son amour universel du karaoké que pour sa puissance militaire, pourraient-elles résister à la puissance écrasante de l'armée populaire de libération ? Honnêtement, la réalité est qu'elle n'en serait pas capable. Il suffit de voir la confrontation sur le papier. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le budget militaire chinois en 2024 était de 314 milliards de dollars, contre seulement 6,1 milliards pour les Philippines. La Chine possède la plus grande armée du monde avec environ 2,04 millions de soldats contre 143 000 pour les Philippines, illustrant ainsi une forte disparité de personnel. Le déséquilibre est également évident dans leurs arsenaux respectifs. La Chine possède 3 porte-avions, les Philippines, aucun. La Chine compte 5000 chars et 1025 navires militaires, tandis que les Philippines n'ont que 10 chars. Les Philippines en ont 134. En somme, l'histoire évoque plutôt Goliath écrasant des fourmis avant d'affronter David, que David contre Goliath. Maintenant, il faut être clair. Il est extrêmement improbable qu'une guerre entre la Chine et les Philippines implique que l'un ou l'autre camp utilise toute sa puissance. Il est également improbable qu'un tel conflit implique une guerre terrestre à grande échelle. Les coûts y dépassent sans les avantages posés pour Pékin, même si Xi Jinping pense qu'il est assuré de la victoire. Une campagne limitée où chaque camp attaque les avant-postes adverses reste possible. Même si c'est un jeu risqué, les décideurs à Pékin pourraient en penser que leur supériorité militaire leur permettrait d'atteindre vite leurs objectifs avant l'intervention des États-Unis. Il reste difficile d'imaginer que les combats atteignent les terres principales des Philippines lors d'une vaste campagne de conquête territoriale chinoise. Cela serait logistiquement complexe, coûteux et extrêmement dangereux compte tenu de la présence des forces américaines. Les opérations seraient donc probablement axées sur la marine et l'aviation, ainsi que très localisées, visant à occuper ou neutraliser des îles et des avant-postes spécifiques. Avec la sophistication technologique de l'armée populaire de libération, Pékin s'appuierait probablement sur des frappes aériennes de précision pour faire le gros du travail avant tout débarquement de troupes. Manille miserait sur des fortifications, des tactiques asymétriques comme des frappes éclairs ou le déni d'accès maritime, et sur des démarches diplomatiques pour impliquer rapidement les États-Unis dans le conflit. Et c'est ici que nous arrivons à l'atout principal que Manille détient. Celui qui pourrait pousser la Chine à réfléchir à 2 fois avant de s'engager pleinement dans un conflit. Faites retentir la bannière étoilée et faites entrer les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis et les Philippines sont liés par plusieurs accords stratégiques. Le principal est le traité de défense mutuelle de 1951 qui engage les 2 nations à s'entraider en cas d'attaque extérieure. Même si les termes sont réciproques, la dépendance stratégique va clairement dans un seul sens et il ne s'agit pas d'un futur où les troupes philippines viendraient sauver l'Amérique d'une invasion mexicaine. Actuellement, les États-Unis ont accès à 9 bases philippines, sur une base rotative. 6 bases aériennes, 2 de l'armée de terre et une navale dans le nord de Luçon. Washington disposait déjà de 5 bases avant que le président Marcos Jr. conclue en février 2023 un accord avec l'administration Biden pour en ouvrir 4 de plus. Manille et les États-Unis ont renforcé leur coopération sécuritaire avec l'annonce par Washington de 500 millions de dollars d'aide militaire aux Philippines en juillet 2024 et un accord de partage d'informations classifiées en novembre. Ainsi, toute tentative d'imaginer à quoi ressemblerait un conflit entre Pékin et Manille revient inévitablement à une seule question. L'oncle Sam interviendrait-il vraiment ? Aujourd'hui, la réponse est que nous n'en sommes plus sûrs, n'est-ce pas ? Même sous le parapluie de sécurité américain, les politiciens philippins s'inquiètent de savoir si l'administration Trump actuelle respecterait pleinement le traité de défense mutuelle. Si Washington n'est pas prêt à intervenir en cas de conflit avec la Chine, il pourrait tout aussi bien tenir une passoire au-dessus de leur tête. Il est bien connu que Trump a opté pour une politique étrangère transactionnelle, fondée sur un interventionnisme limité et la priorité donnée à l'obtention de concessions économiques plutôt qu'aux alliances traditionnelles. Avec peu d'optimisme quant au respect par les États-Unis de leurs obligations internationales, il est tout à fait naturel que Manille s'inquiète. Cependant, tout n'était pas sombre. Même si nous ne savons pas ce qui se passera lorsque la situation deviendra critique, la rhétorique de Washington semble indiquer une détermination, au moins au sein d'une partie de l'administration Trump, à soutenir la cause philippine. En janvier 2025, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a assuré à Miller l'engagement, je cite, inébranlable de l'Amérique à défendre les Philippines face à l'agression croissante de la Chine.
Le secrétaire à la défense américain Pete Hesketh a déclaré en juillet 2025 lors de la visite de Marcos Jr. au Pentagone que notre alliance historique n'a jamais été aussi forte ni aussi essentielle qu'aujourd'hui. Nous restons unis par le traité de défense mutuelle couvrant les attaques contre nos forces, aéronefs ou navires, y compris la garde côtière, partout dans le Pacifique et la mer de Chine méridionale. Fin de citation. En désignant l'Indo-Pacifique comme son principal théâtre d'opération, les États-Unis ont envoyé un signal suffisamment fort pour faire réfléchir la Chine à deux fois. Le fait que Pékin se soit abstenu d'utiliser la force létale en mer de Chine méridionale pourrait en partie s'expliquer par cela. Cependant, nous ne voulons pas paraître cyniques, mais il est possible que ces assurances ne soient que des paroles en l'air. Après tout, si à huis clos, Washington n'a aucune intention de venir en aide à Manille, il serait tout de même dans son intérêt de faire de la posture et de dissuader la Chine avec des menaces creuses pour repousser le problème à plus tard. Les Philippines doivent donc se préparer à toutes les éventualités, y compris à une situation où l'oncle Sam ne viendrait pas à la rescousse. Un tel conflit pourrait éclater ailleurs qu'en mer de Chine méridionale. Les Philippines ont vivement réagi à la menace d'une invasion chinoise de Taïwan. Le général Romeo Browner, chef d'état-major philippin, a récemment affirmé « Si quelque chose arrive à Taïwan, inévitablement nous serons impliqués ». Il a ajouté « Nous devrions penser que nous sommes déjà en guerre ». Cela diffère d'un conflit direct entre la Chine et les Philippines, mais ce risque souligne le rôle probable des Philippines dans tout futur conflit impliquant la Chine en Indo-Pacifique. Nous atteignons des points de bascule. Alors où cela va-t-il mener ? Il est très probable que nous assistions à une poursuite et à une expansion des méthodes de zone grise employées par la Chine pour harceler les Philippines. Ne soyez pas surpris si Pékin commence à intégrer certaines des tactiques utilisées ailleurs dans l'équation. Un exemple serait de sectionner les câbles sous-marins pour couper les communications et l'accès à Internet, comme on l'a vu dans le détroit de Taïwan. Un autre exemple serait de manipuler les élections aux Philippines, comme la Chine aurait fait à Taïwan, au Canada et aux États-Unis. Les autorités philippines ont récemment dénoncé l'ingérence présumée de la Chine dans les élections locales et nationales de mi-mai 2025. Les responsables affirment que la Chine mène activement des opérations de désinformation et de discours clivants. Le vice-président de la Chambre des représentants des Philippines, Paolo Ortega, a souligné que, je cite, « Il s'agit d'une ingérence étrangère, conçue pour infiltrer notre politique, semer la confusion parmi notre peuple et affaiblir notre pays de l'intérieur. » En profitant des divisions internes, la Chine pourrait tenter de déstabiliser le gouvernement philippin. Cette perspective paraît d'autant plus plausible après les manifestations du 21 septembre 2025 à Manille, où des protestations pacifiques contre la corruption des projets de contrôle des inondations ont dégénéré en arrestations massives, véhicules de police incendiés et policiers blessés par des jets de pierre. Avec des tensions déjà élevées, les conditions sont réunies pour que Pékin en profite. La situation peut empirer au-delà d'une guerre de la zone grise. Pour la mer de Chine méridionale, on craint que, sur la trajectoire actuelle, un incident finisse par survenir et déclencher une crise plus grave. Personne ne sait si les deux parties pourront garder le contrôle de la situation. Vu les graves risques d'une guerre Chine-Philippines pouvant dégénérer en conflit sino-américain, on espère qu'une impulsion diplomatique suffirait à désamorcer la situation si elle devenait incontrôlable. Le fait qu'un tel scénario serait aussi un suicide économique pour toutes les parties devrait constituer une incitation supplémentaire à résoudre les choses autour de la table des négociations. De nombreux pays comme l'Australie, le Japon, le Royaume-Uni et d'autres alliés occidentaux pourraient soutenir les Philippines, par la diplomatie, le renseignement ou la logistique. De l'autre côté, la Russie et potentiellement la Corée du Nord pourraient intervenir pour soutenir la Chine. Alors que l'enlisement de Moscou en Ukraine réduirait probablement son rôle à un simple soutien, la volonté de Pyongyang de fournir des troupes au sol pour repousser les soldats ukrainiens de Koursk suggère qu'elle pourrait jouer un rôle plus direct. De 2025, nous avons retenu que des conflits peuvent surgir entre pays malgré des conséquences potentiellement catastrophiques. Vous vous rappelez des guerres limitées entre l'Inde et le Pakistan en mai, la Thaïlande et le Cambodge en juillet, et la guerre de 12 jours entre Israël, les États-Unis et l'Iran ? Voici le problème. Pékin n'a pas à prendre ce risque. Dans un État à parti unique comme la Chine, les stratégies peuvent durer bien plus longtemps. Les changements de direction sont rares et le successeur, issu du même parti, assure la continuité. À 72 ans, Xi Jinping pourrait diriger longtemps encore le Parti communiste chinois.
Même s'il était frappé par la foudre de main, son remplaçant aurait probablement des opinions similaires concernant le rôle et les stratégies de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Dans les démocraties comme les Philippines, des changements de direction fréquents font souvent évoluer le pays vers une nouvelle vision. Nous l'avons vu dans les positions contrastées sur la Chine adoptées par le président Marcos Jr. et son prédécesseur Duterte. Pékin peut jouer sur le long terme, mais la détermination actuelle des Philippines à défendre leurs droits en mer de Chine méridionale pourrait être remise en cause par une future administration plus conciliante envers la Chine. Même si les Philippines veulent affronter la Chine en mer de Chine méridionale, l'expansion de Pékin dans la région pourrait rendre leur détermination insuffisante. La Chine pensant que sa puissance économique et militaire fera céder son voisin, les Philippines devraient ainsi se rapprocher des autres pays revendiquant la mer de Chine méridionale pour lui résister. Des accords de sécurité maritime ont été signés avec le Vietnam, mais renforcer les liens et chercher une coopération multinationale avec d'autres pays revendicateurs serait bénéfique si bien mené. Cela pourrait compléter les alliances actuelles du pays avec des puissances extra-régionales telles que les États-Unis, le Japon et l'Australie. Le partage de renseignements, les exercices conjoints, les patrouilles bas coordonnées et la recherche de compromis sur les revendications concurrentes ne sont que quelques exemples de mesures qui pourraient être prises. Comme le dit le proverbe, l'union fait la force. Et si une guerre éclatait et que Manite se retrouvait seul face à Pékin, la triste réalité sent que la chute pourrait être plus rapide et plus brutale que ce que quiconque pourrait prévoir. Merci de votre attention.